Pourquoi tu me regardes comme ça? Et voilà, je m'étale. Le canapé m'appartient. Ça va, me regarde pas comme ça, hein. Saloupio. Désolée, je m'engueulais avec mon chat. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Comme d'habitude, j'ai 4 romans à vous présenter. Dans l'ensemble, ça a été plutôt de bonnes lectures, même si pour le coup j'ai pas eu de coup de cœur. Alors c'est vrai que ces 2 derniers mois je les ai enchaînés, mais bon, on peut pas avoir de coup de cœur à tous les coups, et puis bon, c'est pas bien grave puisque ça a été plutôt de bonnes lectures. Avant de commencer, je suis désolée, mais vous allez avoir une lumière assez hachée pour cette vidéo parce qu'il fait pas spécifiquement très beau chez moi et les nuages jouent avec le soleil et c'est très désagréable, on est d'accord, mais je suis impuissante parce que malheureusement je ne fais pas la pluie et le beau temps, même si là pour le coup j'aimerais bien, mais bon, c'est pas grave, on fait avec, donc c'est parti. Je commence donc avec une fin de saga, il s'agit du 5e et dernier tome de Percy Jackson, donc ici le dernier Olympien de Rick Riordan. Alors je suis très contente parce que cette saga faisait partie des sagas que je voulais absolument terminer cette année, donc j'ai lu les 2 derniers tomes en mars et en avril, et je suis sur le bon chemin pour mon challenge des 8 à 10 sagas à terminer cette année, en espérant que je garde le cap. Bref, pour revenir à nos moutons, on retrouve ici Percy dans la fin de son aventure, et je ne vous en dis pas plus pour le résumer parce que ces derniers tomes, et c'est un peu compliqué à résumer un dernier tome sans spoiler, hein, on est d'accord. Bref, on a ici une vraie fin, entre guillemets. J'ai adoré, j'ai même préféré ce tome-là au tome 4, qui pour moi est quand même le moins bien de toute la saga. Celui-là, il est vraiment bien, j'ai vraiment pris mon pied, je l'ai bouffé, je l'ai adoré encore une fois. Donc ici, ça va être un chouïa long à démarrer, mais peu à peu, le roman va prendre en intensité. Et l'auteur va nous tenir en haleine jusqu'au bout. Voilà, j'ai adoré parce que jusqu'au bout, on va être tenu en haleine. Et c'était vraiment bien fait. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait parce que du coup, l'auteur nous tient en haleine, mais en même temps, il va distiller les réponses aux questions qu'on se pose depuis le premier tome et qui arrivent tout au long de la saga. Il va nous les distiller tout le long du tome, sous forme entre guillemets de souvenirs. Je préfère pas vous en dire plus. Et du coup, j'ai trouvé que c'était très bien fait. On n'a pas une résolution en bloc d'un coup à la toute fin. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait parce que en général, quand c'est un bloc, ça fait trop, c'est trop d'un coup, trop d'informations. Et je trouve en général que c'est pas très bien fait, alors que là, si, ça a été très bien fait. Ça a été distillé sous une certaine forme et j'ai adoré comment ça a été fait. J'ai vraiment adoré. Encore une fois, on a aussi beaucoup de rebondissements, beaucoup de retournements de situation, des choses à laquelle on ne s'attend pas. L'auteur va encore nous distiller une touche d'humour, alors que pourtant, malheureusement, la situation ne s'y prête pas, mais l'auteur va toujours réussir à distiller des petites touches d'humour pile au bon moment. J'ai trouvé que c'était génial. Les personnages vont prendre beaucoup en maturité dans ce tome-là. Encore une fois, ils vont vraiment grandir, mais bon, en même temps, vu la situation, c'est compréhensible. Percy va devoir faire preuve ici de beaucoup de courage, de beaucoup de détermination, de beaucoup de force. Heureusement qu'il a le soutien de ses amis. Tous les personnages vont faire preuve d'ingéniosité, de courage, de force et également de bonnes idées. Voilà, j'ai adoré parce que j'ai trouvé que tout avait été bien amené, toujours intense, toujours addictif, avec des personnages toujours ultra attachants qui continuent d'évoluer, qui continuent de grandir, avec vraiment des réponses qui sont très bien amenées et données. Et à la fin de cette saga, l'auteur va faire un prélude, si vous voulez, à la suite de cette saga qui va être donc les héros de l'Olympe. Je trouvais encore une fois que ce petit prélude était également bien fait. Et ouais, j'ai adoré ce tome et j'étais quand même assez triste de devoir fermer cette saga parce que j'ai adoré Percy Jackson et ses autres personnages, Annabeth, Grover, et ouais, j'étais un peu triste, mais bon, je pense que c'est un peu normal quand on suit des personnages depuis un certain temps.
Ensuite, en lecture commune avec Aka Sci-Fi, j'ai lu le premier tome de la trilogie de Génération K, donc de Marine Carteron, publié chez Rowell dans leur collection épique. À la base, je ne voulais pas entamer cette saga avant d'avoir terminé les Autodafeurs, mais Aka Sci-Fi m'a proposé du coup une lecture commune et je me suis dit ouais, ça peut être sympa et tout, les lectures communes c'est toujours sympa. Donc on s'est lancé dans ce roman, on a pensé à peu près la même chose. Alors ici, on suit donc Cassandre, Georges et Nina qui sont des adolescents et de jeunes adultes qui ont des dons particuliers, qui ont des vues différentes et qui sont plus ou moins pourchassés par des gens un peu particuliers qui en ont après leurs dons et notamment après leur sang. Et je ne vous en dis pas plus parce que c'est déjà un peu trop à mon sens. C'est un roman qui se lit extrêmement vite parce que déjà il est extrêmement court, il fait juste 300 pages. Hein. Il fait 300 pages, donc vraiment pile, il est très court. En plus, les pages sont très épaisses, les marges sont très larges et c'est écrit très très gros. Donc ça se bouffe en une journée, vous pouvez le bouffer, hein. Ça se lit vraiment très très vite. J'ai bien aimé ce premier tome. Parce qu'on a plein de mystères entre ces trois jeunes gens qui ont des dons particuliers qui apparemment seraient dus à leur génome. C'est également des histoires un peu de famille. On suit également des personnages un peu mystérieux. On va suivre un personnage qui s'appelle le maître qui apparaît sur certains chapitres mais pas tous, qui est un personnage absolument étrange. Voilà, il est très particulier. On n'en sait pas trop sur lui. Il y a plein de mystères à côté. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Maintenant, c'est un roman qui se lit très vite, hein, c'est très addictif également, on n'a pas le temps de s'ennuyer, mais c'est hyper introductif, c'est vraiment hyper introductif. Je trouve ça presque un peu dommage. J'aurais aimé que l'auteur prenne un peu plus de temps de détailler son univers, de détailler l'intrigue, de détailler les personnages, quitte à rajouter une centaine de pages. Franchement, vu comment c'est écrit gros et tout, ça aurait pas été bien grave de rajouter une centaine de pages. Maintenant, du coup, ça nous donne quand même envie de lire la suite parce que c'était plutôt sympa, c'est une très bonne plume, c'est hyper addictif, on n'a pas le temps de s'ennuyer, les personnages sont assez sympas, il y a plein de mystères et du coup, on a vraiment envie de découvrir la suite. Ce qui ne sera pas mon cas tout de suite, je préfère quand même terminer les Autodafeurs avant de me lancer dans la suite de cette saga. Je continue avec une saga que je veux absolument terminer encore cette année. Ici, c'est de la romance. Il s'agit du second tome des Héritiers, donc Le Prince Brisé, donc d'Erin Watt, publié chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Alors, Erin Watt, c'est le pseudonyme de deux auteurs qui écrivent à quatre mains pour cette saga. Par contre, je ne peux plus vous dire qui sont les auteurs, je ne me souviens pas. Mais c'est pas le plus important. Alors, le premier tome, je l'ai lu il y a un sacré bout de temps. On y suivait Ella, qui était une adolescente qui se retrouvait orpheline suite au décès de sa maman. Et du coup, Ella avait décidé de trafiquer son identité, de se faire passer pour majeure et de travailler dans une boîte de striptease pour subvenir à ses besoins puisqu'elle n'avait pas trop le choix. Jusqu'au jour où un certain Kaloum Royal la retrouve, lui annonce qu'elle est sa filleule et qu'elle va devenir sa pupille et en gros il ne lui laisse pas trop le choix et l'oblige un peu à venir vivre avec elle et ses 5 fils. Et pour Ella, c'est un changement d'univers total puisque elle, qui est à la base une jeune femme qui survit avec finalement très peu, va se retrouver dans une famille où tout est facile, où ils sont tellement riches que voilà, ils peuvent tous payer et malheureusement, ça va pas très bien se passer avec les 5 fils et pas non plus avec l'école ni rien. Rien ne va se passer comme prévu. Je vous en dis pas plus. Pas la peine. Alors j'avais lu le premier tome à un moment où j'en avais besoin, ça avait été un petit coup de cœur parce que j'avais passé un super bon moment, parce que j'avais adoré Ella. Et je vous avoue que là, en me lançant dans le deuxième tome, j'avais un peu peur parce que je me suis dit ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 1, j'ai peur de pas me repérer dans le tome 2, mais finalement ça a été très bien, ça s'est très bien lu. Je l'ai lu en 2 jours, pareil, hein, ça se lit vite, hein, les gros romans. Et je vous avoue que là, pour le coup, les personnages m'ont quand même un peu plus énervé que dans le tome 1. Il va se passer des choses dans le tome 1 qui font qu'Ella va fuir. Ella va fuir, Reed, le fils aîné, va vouloir la retrouver et évidemment, une fois retrouvée, les choses vont être assez compliquées entre eux et entre toute la famille. Et Ella va avoir beaucoup de mal à pardonner à Reed. Alors, ce qui m'a un peu gonflé, c'est qu'Ella,
va avoir tellement de mal à pardonner à Reed, alors qu'à un moment elle va avoir toutes les preuves qu'elle avait tort, mais elle veut pas lui pardonner. Ça m'a juste totalement tapé sur le système. Et on a encore retrouvé ce truc de mon Dieu il est trop beau, mon Dieu il me plaît, mon Dieu il me fait encore flancher, patati et patata. Alors qu'il ne m'avait pas semblé avoir vu ça dans le premier tome. Alors ça m'est peut-être passé au-dessus dans le premier tome, hein, peut-être, je sais pas. Mais sinon, ça a été plutôt une bonne lecture. Ensuite, Ella va redevenir un peu la jeune fille brute de décoiffage qu'on connaît, la fille qui se laisse pas marcher sur les pieds. J'ai plutôt bien aimé, ça se lit encore très vite, les personnages, on en apprend un peu plus sur eux. La fin vous laisse un peu sur le cul quand même, et là on se dit, ah, le troisième tome, on va pas trop tarder à le lire. Ce qui m'a aussi perturbée ici, c'est que les adultes, en fait, ils se laissent littéralement marcher sur les pieds par les ados, quoi. Ça m'a... Enfin, les parents, les directeurs, enfin, je veux dire... Et parfois, je me demande si les adultes sont pas un comportement d'ado dans ce roman. Ça m'a un peu perturbée, je vous avoue. Mais bon, moi j'ai quand même passé un bon moment. Je n'en demande pas plus avec ce genre de romance, donc voilà, c'était plutôt un bon moment. Et je termine par un roman que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit du premier tome du diptyque de la tribu des désormais de Benjamin Desmar, publié aux éditions Rouer, encore une fois dans leur collection épique. Ici, on est dans un monde post-apocalyptique, anticipation, dystopique, un mélange des trois peut-être. Je vous avoue que je ne sais pas trop où situer ce roman, mais en tout cas j'ai passé un très très bon moment. Donc ici on suit Elias qui vit sur une île qui est séparée en deux par ce qu'on appelle un roncier. De son côté de l'île vit les humains, on va dire, normaux, et de l'autre côté de l'île, donc de l'autre côté du roncier, vit les monstres. De son côté, quand les monstres se perdent de son côté, ils sont pourchassés par ce qu'on appelle des meutes de chasseurs et ils sont tués. Elias, un jour, comme ça, va décider d'aider un monstre. Et pour ça, il va tuer un chasseur, surtout un chef de meute. Et évidemment, ça va lui retomber sur le coin de la figure. Hein. Donc Elias, pour survivre, ne va pas avoir d'autre choix que de fuir de l'autre côté du roncier, là où les humains ne vont pas, là où vivent les monstres. Et à partir de là, il va vivre tout un tas d'aventures et je ne vous en dis pas plus sur ce roman. J'ai beaucoup aimé, notamment parce qu'Elias est un personnage qui m'a pas mal plu. Voilà, il m'a pas mal plu dans le sens où Elias, c'est pas le super-héros. Elias, c'est un personnage de 16 ans qui a ses propres peurs, hein, qui effectivement, quand il se retrouve devant une situation effrayante, soit va fuir, hein, parce qu'évidemment il a peur, soit va se retrouver figé parce qu'il ne sait pas quoi faire, parce qu'il est complètement perdu et parce qu'il a la trouille. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien rendu. Voilà, c'est pas un héros, Elias, c'est vraiment quelqu'un d'un adolescent complètement normal. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Ensuite, Elias va apprendre beaucoup de choses sur lui-même, beaucoup de choses sur son île et beaucoup de choses sur la zone où les humains normaux ne vont pas, et notamment sur les monstres. Finalement, est-ce que les monstres sont vraiment des monstres? Voilà, c'est un peu la question, j'ai beaucoup aimé. De l'autre côté, il y a des choses étranges qui se passent, il y a un côté magique, il y a un côté catastrophique, j'ai bien aimé, il lui arrive plein de choses, c'est très bien écrit, je l'ai bouffé, voilà, je l'ai bouffé, ça se lit très très vite, c'est très bien. Moi j'ai passé beaucoup de bons moments avec ce personnage, j'ai adoré le personnage également secondaire de Colas, qui est un peu un adulte, enfin un enfant dans le corps d'un adulte, et Colas c'est vraiment le personnage qu'on ne peut qu'aimer. C'est vraiment le personnage gentil par excellence. On y suit aussi également, j'ai oublié son prénom, la fille, Silk, qui est une jeune femme perpétuellement en colère après le monde entier, après les humains normaux également. On comprend un peu pourquoi, mais il y a des moments où elle m'agace. Il y a des moments où je la trouve très agaçante parce qu'elle est extrêmement têtue, extrêmement bornée, et elle est agaçante là-dessus. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. Maintenant, le seul truc qui m'a un peu énervée, c'est que Elias va tomber fou amoureux de Silk. Et j'ai pas compris en fait, parce qu'il suffit qu'il la voit une fois, il est fou amoureux d'elle, parce qu'il la trouve jolie. Voilà, il la trouve jolie. Quel est le rapport? Voilà, je comprends pas. J'ai pas trop compris cette idée de mettre de la romance. Franchement, de l'amitié, ça m'aurait suffi, parce que là, je trouve que ça n'a aucune utilité, ça n'a aucun intérêt. Voilà,
voilà. Bref, sinon dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé, hein. Dans l'ensemble on apprend vraiment beaucoup de trucs, il y a ce qui évolue bien, on apprend plein de choses dans ce roman, et c'était vraiment super à suivre. Voilà. Et voilà, j'en ai terminé pour ce point lecture, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, surtout si vous avez lu certains des romans ou pas. N'hésitez pas, hein, parce que j'adore les commentaires, vraiment j'adore les commentaires, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'en mettre autant que vous voulez. Bref, n'hésitez pas non plus avec les petits pouces bleus à vous abonner si l'envie vous en vient. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, j'y suis assez régulièrement, même si j'ai pas le plus beau compte Instagram du monde. Et puis bon, moi comme d'habitude, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.